Hello tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast sur Margot Coaching alias hypersensible et hyper sereine. Peut-être que le nom changera d'ailleurs, mais pour l'instant je le laisse comme ça. Et ici, pour ceux qui savent pas, on parle d'hypersensibilité, mais pas du tout que de ça. En fait, on parle de qu'est-ce qui se cache derrière l'hypersensibilité, derrière nos problèmes, derrière nos difficultés émotionnelles, derrière nos problèmes de couple. On parle de multipotentialité, d'être intéressé par plein de choses, d'avoir envie de passion, de vibrer. Je vais aussi vous parler d'indépendance financière. Enfin, voilà, franchement, c'est très vaste. Mais c'est sûr que je m'adresse quand même aux femmes atypiques et aux hommes atypiques. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire intervenir des hommes sur ce podcast. Je place ça là pour venir parler à des hommes hypersensibles parce que je sais qu'il y en a dans mon audience et que voilà, eux aussi, ils aimeraient avoir des ressources peut-être spécifiques et ça pourrait être très intéressant. Donc bref, aujourd'hui, je viens parler finalement des étapes un peu par lesquelles je suis passée pour me mettre à mon compte. Finalement, c'est quoi mon parcours en tant qu'entrepreneur? Parce que j'ai souvent des questions, souvent d'ailleurs de personnes qui ont déjà pris mes services, c'est-à-dire qui ont découvert leur hypersensibilité ou leur HP ou le TDAH, qui ont travaillé dessus, qui commencent à connaître leurs besoins, connaître leurs émotions, qui prennent le pouvoir sur leur vie et se disent tiens, tu vois, je me rends compte que j'aimerais bien moi aussi créer mon entreprise de danse. Moi aussi, j'aimerais, créer une entreprise qui aide des enfants. Enfin voilà, il y a beaucoup ce genre de questions. Et moi-même, je pensais pas forcément en parler, mais je me rends compte que pas mal de personnes parmi vous sont intéressées par mon parcours en tant qu'entrepreneur, les défis que j'ai pu rencontrer, les galères, les trucs cool aussi en tant qu'entrepreneur. Donc je me dis que ça va faire peut-être plusieurs épisodes. On va se dire que c'est le premier. Et dans celui-ci, je vais parler du tout début parce que croyez-moi que ce n'est pas facile. Alors, le début de ma vie d'entrepreneur. Déjà, je ne m'identifiais pas comme entrepreneur et je ne disais même pas que j'étais entrepreneur et je parlais de micro-entreprise déjà, pour commencer. Donc, je ne m'identifiais même pas comme ça. Et en fait, je suis passée par plusieurs phases. La première phase, c'est « Oh my God, comment on crée une entreprise ?» Donc là, alors là, ça, c'était le truc. Je croyais que c'était super compliqué. J'avais une phobie des papiers. Je me disais, mais je vais pas savoir gérer ça. Comment on gère les papiers? Comment je vais faire en fait? Parce que ça a l'air trop compliqué. Et au fond, ça me faisait envie, mais j'avais peur. Et du coup, j'ai beaucoup procrastiné. J'ai beaucoup repoussé le fait de créer mon entreprise. Donc, j'ai créé une micro. Ça prend 2 minutes. Je vous le dis, c'est pas long. Par contre, aujourd'hui, avec le recul, je conseillerais de cocher l'option versement libératoire. C'est ce qu'on appelle, vous savez, le prélèvement à la source. Moi, j'avais pas coché cette case, ce qui faisait qu'en fait, je payais mes impôts tout d'un coup et je m'y attendais pas. J'avais pas compris en fait comment faire. Donc, bref, il y a plusieurs options, mais déjà, je vous dis ce tips-là qui, moi, m'aurait beaucoup aidé. Donc, j'avais vraiment cette peur-là. Et j'ai beaucoup repoussé finalement le fait de créer mon entreprise parce que, j'avais peur. Et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je l'ai créée, ça m'a obligée. C'est-à-dire que j'étais en mode, voilà, mon entreprise, elle est créée, donc maintenant, je dois travailler, je dois vendre mes services, je dois me bouger le cul. Clairement, c'est ça. Donc pour moi, ça marche beaucoup. C'est ce truc où je me mets un peu dans une situation d'urgence. C'est ce qui me pousse à faire. Pour moi, comme je le disais dans un autre épisode, j'avais déjà semé beaucoup de graines parce que je partageais plein de choses sur Instagram. Donc j'avais un début d'audience. Ce qui fait que quand j'ai commencé à proposer mes services, j'avais déjà de la demande et ça a marché très rapidement. Mon premier mois, j'étais à 900 €. Voilà. Donc pour un premier mois, je trouve que c'est cool quand tu te lances. Donc premier mois, 900 € et sachant que je faisais du coaching vraiment pas cher. Alors ça, on va en reparler. Mais ma grosse erreur quand j'ai commencé, c'est que j'avais un état d'esprit de salarié. L'état d'esprit de salarié, c'est la personne qui se dit que si tu gagnes plus de 20 € l'heure, c'est incroyable. Donc moi, dans ma tête, quand je vendais du coaching, je le vendais à 35 € l'heure. Non mais les amis, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Allô, je vendais 35 € l'heure, c'est pas du tout les prix, c'est plus qu'en dessous du marché et voilà. Moi, j'avais besoin de prendre confiance, je me rendais pas compte encore. Mais pour moi, c'était énorme. Je me disais, waouh, je viens de coacher quelqu'un, de faire ce que j'aime et je gagne 35 €. Pour moi, je vous dis pas le switch que c'était dans mon esprit. C'était incroyable. C'est-à-dire que limite, je me sentais coupable. Donc ça, c'est quelque chose, peut-être une chose à laquelle tu vas faire face ou tu as fait face.
C'est ce truc où t'es là, waouh, mais les gens autour de moi, ils galèrent pour 7 € l'heure. Ils ont une vie qu'ils détestent et moi, je suis en train de kiffer ma vie et de mieux gagner. C'est très, très, très perturbant au tout début. Donc ça, moi, ça a été un truc qui m'a marqué. C'est ce moment où j'ai compris que je pouvais vraiment gagner des sous en faisant ce que j'aime. Parce que oui, c'est possible, je te le dis. Donc ça a été vraiment dingue et j'avais pas du tout conscience en fait des charges. J'avais pas conscience que quand tu vends un coaching, bah tiens, supposons que tu veux vraiment gagner 70 € de l'heure, en réalité tes prix ça va être le double, tu vois, parce qu'il faut falloir que tu comptes les taxes selon comment t'es taxé, ça dépend. Parfois tu peux avoir, ça d'ailleurs je vais te le dire parce que moi j'ai fait l'erreur, tu peux avoir l'accès à ce qu'on appelle l'ACRE, si jamais tu as travaillé avant, donc ACRE ou ACCRE, je sais plus. Moi heureusement j'avais un ami qui avait été, pas comptable mais je sais plus comment on appelle ça, bref, et qui connaissait ça, il m'avait dit mais Margot il te reste que 2 semaines pour demander ça, c'est l'aide que tu vas avoir pendant 3 ans. Oh my god, merci à lui, heureusement qu'il me l'a dit. Et donc grâce à ça, ça a fait baisser en fait... je crois que en fait t'es censé être taxé à 22%. Moi j'ai été taxée du coup ma première année, je crois, ça se trouve je te dis n'importe quoi, mais autour je crois des 12% ou 14%, je me rappelle plus, mais c'est quand même beaucoup moins. Donc tu vois, c'était important pour moi de le faire. Donc ça c'est un truc, là je te donne ce tips, vraiment, faut que tu le fasses dès le début, c'est comme l'option à cocher là pour le versement libératoire. Moi j'aurais bien aimé l'avoir fait parce que je comprenais rien et qu'au final ça m'aurait fait payer mes impôts plus régulièrement et j'aurais été moins stressée parce que les impôts, si t'es comme moi ou que t'es TDAH, t'es en mode ah non les impôts je comprends rien, voilà on déteste ça. Donc ça c'était un frein et voilà c'est aussi ce qui faisait que quand je mettais 35 € de l'heure pour moi c'était énorme mais j'avais pas encore conscience du fait que c'était pas net si tu veux, que c'était pas voilà. C'était pas mon revenu net et surtout que quand tu coaches, ça prend de l'énergie. Donc non, j'allais pas travailler 10 heures par jour ou 6 heures par jour, d'accord ? Donc voilà, ça j'en avais pas encore conscience. Donc quand j'ai commencé, moi ça a marché assez vite parce que je créais du contenu, parce que je faisais une vidéo par jour sur YouTube. Oui, une vidéo par jour sur YouTube pendant peut-être 2 mois au moins j'ai fait ça, sur les hypersensibles, sur le TDAH... non, pas le TDAH, attends. Non, le TDAH, j'en parlais pas encore. Sur la dépendance affective et sur le haut potentiel. Et j'ai d'ailleurs une vidéo qui a décollé de façon impressionnante. Enfin, pour moi, c'était ouf. Qui, aujourd'hui, a fait plus de 100 000 vues et qui me ramène encore des clients. Donc, tu vois, c'est assez dingue. Mais tu vois, je suis allée le chercher, quoi. Enfin, j'ai fait mes vidéos, je me suis focus là-dessus. Donc, un des meilleurs conseils que je pourrais donner, c'est le focus. C'est vraiment d'avoir un temps où, voilà, je lance mon entreprise. C'est ça qui passe avant beaucoup de choses. Et on en parlera dans les épisodes prochains. Mais c'est aussi ce qui peut t'amener au burn-out ensuite. Donc, n'oublie pas d'avoir une vie. Par contre, oui, quand tu commences, bah, t'es passionné, t'es à fond. Et tu te rends pas encore compte qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Donc ça, c'est une prochaine étape que tu vis, je pense, en grandissant dans ton entreprise, on va dire. Mais au tout début, moi, mettre un focus, ça m'a beaucoup aidé. Donc l'erreur que j'ai fait, voilà, c'est au niveau des prix. Pour moi, le coaching, c'est pas à moins de 70 € l'heure, franchement. La moyenne en France, c'est du 100 € l'heure. Et aujourd'hui, pour moins de 140, honnêtement, je suis plus motivée. Donc c'est pour te dire comment mon référentiel a changé. Aussi parce que j'ai beaucoup de demandes, etc. Donc je sais l'énergie que ça va me prendre. Et quand j'accompagne quelqu'un, moi, je suis vraiment très impliquée. C'est-à-dire que je préfère avoir 3 ou 5 personnes maximum à coacher dans un mois ou dans 2 mois. Enfin, quand je dis dans un mois, c'est avec plusieurs séances. Mais je préfère avoir moins de gens, très bien les connaître, m'impliquer, réfléchir sur leur situation pour vraiment les aider et donc leur faire payer plus cher mais être plus impliquée que avoir beaucoup de monde pour pas très cher. Donc ça, je sais que c'est un switch qui est assez dur à faire parce qu'on a la vision psy de cabinet, on a la vision salarié. Donc voilà, ça c'est ce qui m'est arrivé et évidemment, je pense que tu t'en doutes, mais il y a eu l'entourage. Ça, je crois qu'il fallait absolument que je t'en parle dans cet épisode et après je le couperai parce que sinon il va durer 2 heures. Mais ça, c'est le début de mon entreprise, c'est l'entourage. Oh my god, l'entourage, mais je sais même pas par où commencer. Tu vois, je vais prendre une feuille pour écrire en même temps. L'entourage est décourageant, voilà, disons-le. L'entourage a peur pour toi, parce que si tu es comme moi et qu'il n'y a aucun entrepreneur dans ton entourage, ils ne comprennent rien, ils ne savent pas t'orienter. Ils ont peur que tu fasses de la merde. Ils te voient peut-être comme instable ou ils voient que pour eux, en fait,
le fait que tu crées ton entreprise, pour eux, c'est instable. Donc, ils vont plus vouloir que tu aies un CDI, quelque chose de bien carré. Ça les rassure. Donc, en fait, les gens ont peur pour eux-mêmes. Voilà, ont peur pour toi, parce que c'est leur peur, et ont peur pour eux-mêmes. Typiquement, tes parents. Je sais pas si tu as encore tes parents ou pas, mais voilà, si tu as encore tes parents ou que tu es en contact avec eux, ou tes figures parentales, parce qu'on n'est pas toujours élevé par un père et une mère, tu vas avoir ce truc où ils ont peur, en fait, inconsciemment, de devoir te donner des sous ou de devoir t'aider. Donc, pour eux, un CDI, ça les rassure. D'accord ? Ils peuvent aussi te dire, mais comment tu vas faire pour avoir un logement si t'as pas de CDI ? Comment, nanana. Moi, la question que j'ai toujours eue quand je voulais me lancer dans le coaching, et pourtant, comme tu le vois, je vis de ça depuis déjà 2 ans et demi, et ça ne fait que grandir, c'était « Ah ouais, tu veux faire quoi comme métier dans ton entreprise ?» Moi, je disais « Je veux être coach. » Et alors là, la réponse que j'ai tout le temps eue, c'était « D'accord, et du coup, après, tu fais quoi ?» J'étais là, coach. J'étais là, oui, mais ça, bon, c'est pas vraiment un métier. Ça marche pas vraiment, ça. Donc, tu vas faire quoi après ? Et ça, c'était incroyable parce qu'en fait, les gens autour de moi n'arrivaient même pas à voir, si tu veux, que ça pouvait marcher, que c'est un métier où tu gagnes de l'argent et c'est juste un métier. Enfin, c'est comme quand t'es thérapeute. Oui, tu peux gagner très bien ta vie en étant thérapeute. Et en plus de ça, tu changes la vie des gens. Tu aides les gens à aller mieux. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de mieux ? Enfin, ça, c'est ma vision après. Hein. Donc, tu vois, j'ai eu ce genre de questions. Et ouais, je pense qu'en fait, l'entourage est très décourageant. Moi, j'avais une très très forte personnalité à ce niveau-là. C'est-à-dire que le salariat, j'ai détesté. J'ai vécu du harcèlement dans le salariat. J'ai été pas respectée, j'ai été sous-payée. On m'a fait faire des heures sup, aller en cuisine alors que j'étais serveuse. Tu vois, j'ai vraiment pas bien vécu, moi, les tafs que j'ai fait en salarié. Quand j'ai fait Domino's Pizza, donc j'ai été, tu vois, à l'accueil au téléphone. J'ai eu les remarques sexistes aussi au travail, parce que ça, c'est une réalité. J'ai travaillé dans une banque et j'ai failli me faire virer avant la fin parce que en fait, je faisais que rire toute la journée, j'avais de l'euphorie et je devais trier des papiers. Et comment te dire, d'ailleurs, coucou s'il passe par là, parce qu'il était avec moi à ce moment-là, il s'appelait Rémi. Si je dis pas de conneries, pour moi, il s'appelle Rémi, parce que j'ai un problème avec les prénoms. J'oublie le prénom des gens, mais je les oublie pas, par contre, pas du tout. Et avec lui, on devait trier des papiers de A à Z, c'est-à-dire dans l'ordre alphabétique. Je te laisse imaginer à quel point c'est chiant et ennuyeux. Et je faisais ça pour gagner 1000 ou 1002, tu vois, dans le mois. Et en fait, il me supportait pas parce que moi, je voulais pas rentrer dans les règles. Je m'habillais pas avec un costard ou je sais pas quoi. Je m'habillais comme je voulais. Et bref, ça passait pas du tout. Donc, tu vois, dans les tafs salariés, il y avait toujours un problème. Ça marchait pas pour moi. J'ai travaillé chez Lidl aussi. Ouais, j'ai fait plein de trucs, hein. Je travaillais chez Lidl. Et ouais, je tenais 2 week-ends, quoi. J'ai travaillé à Leclerc aussi. J'ai fait de la mise en rayon. Je me faisais tellement chier pour te dire que parfois je comptais les minutes. C'est grave, tu vois. C'était un ennui, mais un ennui qui, si tu veux, je ne pouvais pas. Je voyais bien, je me disais, mais je ne suis pas faite pour le monde du travail. Je me suis même dit à un moment, je suis une flemmarde. Comment les autres ils font comment ils font, eux, pour y arriver ? Mais non, en fait, c'est juste, c'était pas fait pour moi. Il y a quelque chose que j'ai fait qui était long, mais que à la limite j'ai préféré, c'est travailler en boîte de nuit. Donc ouais, j'ai vraiment fait ça. Il y a des gens qui me croient pas. J'ai fait les vestiaires en boîte de nuit. Et ce que j'aimais bien avec ce métier, c'est que il y avait de la psychologie. Parce qu'en fait, je voyais des gens qui étaient malheureux. Il y a des gens qui viennent te parler. Il y a des gens perdus que tu vois. Enfin, en fait, ça te fait analyser les humains. Donc en ça, moi, c'était très intéressant pour moi. Et je gagnais plus aussi. Je gagnais plus dans ce taf qu'ailleurs, donc c'était plus intéressant. Et après, le métier que j'ai fait pour financer ma formation de coach, parce que je l'ai payé, hein, ma formation de coach, j'ai été nounou. Et quand j'ai été nounou, j'ai aussi compris à quel point j'aimais la psychologie, parce que j'observais les parents qui parfois étaient très durs avec les enfants, qui leur parlaient mal. J'observais aussi les enfants qui avaient des problèmes à l'école et ça me faisait vraiment de la peine. Donc tu vois, il y avait toujours cet aspect où il y avait l'aide, toujours ça revenait, je me disais, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'aider les enfants, j'ai envie d'aider les parents, c'était vraiment naturel pour moi. Donc tout ça à force de voir déjà que j'aimais pas, hein, moi, avoir des horaires fixes, des contraintes en termes géographiques, des contraintes temporelles, je voulais pas.
Je voulais avoir le moins de contraintes possible et pouvoir partir en voyage, etc. Donc j'aimais les enfants beaucoup et ça m'a beaucoup aidée de les aider justement. Mais je me suis dit, moi profondément, c'est pas ce que je veux. Donc quelque part, je me suis pas laissé le choix. Je me suis dit, le salariat, c'est ma phobie, je ne veux pas y aller. Donc, je me bouge. Donc oui, j'ai fait un podcast, j'ai fait Insta, j'ai fait YouTube. C'était trop. Honnêtement, c'était trop. T'es pas du tout obligé de faire tout ça. Tu peux choisir un seul canal comme YouTube ou Insta, c'est très bien. Par contre, je te conseillerais aujourd'hui de récupérer des emails, de récupérer en fait tes clients quoi, ou tes abonnés, parce que le travail que tu fais, si demain YouTube part ou Instagram veut supprimer ton compte, tu perds tout ton travail, toute ta base de clients. Donc ça, voilà, c'est un conseil que je donnerai aujourd'hui avec le recul. Mais donc tu vois, moi aussi, j'ai peut-être comme toi qui hésite à te lancer, moi aussi, mon entourage m'a pas forcément encouragée dans cette voie, ou m'a encouragée, mais que s'ils voyaient que j'étais sûre de moi. Donc aussi, même si t'es pas sûre de toi, tu peux leur faire croire que t'es sûre. Tu peux te dire oui, ça avance. Même si toi, ça avance pas, c'est pas grave. Si ça peut te permettre qu'on te fasse moins chier, c'est très bien. Donc voilà, tu vois, ça c'est la première partie. Franchement, on fera plusieurs épisodes, ça serait trop long. Mais la première partie qui a été très dure pour moi, c'est se lancer. Et comme tu l'as vu, moi, ça a marché assez vite. Et je me suis bougée, j'ai créé des services, voilà. Et je me suis pas fait coacher et je n'ai rien acheté. Je tiens à te le dire parce que j'étais moins influencée qu'aujourd'hui où vous avez des produits, des conseils Instagram en permanence. Oublie ça et fais tes trucs. Genre vraiment, tu peux prendre des conseils, mais tu vois, moi, ça m'a enlevé un gros boulet au pied parce que en fait, je me faisais confiance à moi-même quand j'ai commencé. Je regardais pas les conseils. J'avais pas ce problème. Il n'y avait pas cette overdose, tu vois, cette over-présence d'offres en ligne, de conseils en ligne. Il n'y avait pas ça. Donc ça, vraiment, en fous-toi. Voilà, ça, c'est mon meilleur conseil. Et j'ai été, comme toi, confrontée à mon entourage. Et ça, c'est dur. C'est dur. Tu vas peut-être même avoir un défi à un moment qui va être que toi, tu vas gagner de l'argent et peut-être mettre plus d'argent. Donc, tu vas même pas gagner, parce que tu le gagnes pas, tu le crées, comme dirait Laurie de Basique, qui a dit ça pendant le séminaire où je suis allée. C'est ça, tu le gagnes pas, il tombe pas du ciel, genre. Tu l'as pas gagné au hasard, tu le crées, ton argent. Donc, en fait, tu crées plus d'argent que, par exemple, tes parents en faisant quelque chose que tu aimes, que tu kiffes et t'as même pas l'impression de travailler. Et ça, c'est dur. Ça peut te renvoyer à la croyance de je dois travailler dur pour mériter mon argent. Ou ça peut te renvoyer à de la loyauté. Par exemple, si je deviens riche ou que je gagne plus d'argent, dans ma famille, je vais être mal vue. Donc tu vas avoir tous ces petits freins-là. Et ça, on pourra en parler. Franchement, je vous le dis vraiment, ça fait un moment que je pense à vous créer un atelier, comme pour le couple d'ailleurs, mais à vous créer un atelier ou quelque chose avec des ressources pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou avec les étapes de l'entrepreneuriat, tout ça. Mais honnêtement, je sais pas trop par où commencer à ce niveau parce que ces étapes-là, elles sont un peu loin de moi. Donc sachez que vos commentaires, vos partages pourront me guider parce qu'en fait, je suis plus la moi d'il y a 2 ans. Mais je sais que à ce stade, si tu te reconnais, en tout cas, tu dois te poser des questions. Putain, tu dois tellement te poser des questions et tu dois avoir peur d'être jugé par ton entourage. Moi, je le vois, dans des personnes que je coach, parfois, elles disent même pas que je les coach parce que leur famille, peut même pas les comprendre, en fait. Donc, elles peuvent même pas parler de ce qu'elles font. Donc, je sais à quel point c'est dur et à quel point être entrepreneur, ça peut être isolant et à quel point on peut être seul. Donc, déjà, tu n'es pas du tout seul. D'ailleurs, dans l'école des hypersensibles, je réfléchis vraiment à créer des groupes d'entrepreneurs ou de gens qui veulent parler de ça. Franchement, si cette idée te plaît, envoie-moi sur Insta, vraiment dis-le-moi. J'arrive pas à me rendre compte s'il y a des futurs entrepreneurs vraiment qui sont intéressés par ça dans mon audience. Si c'est pas le cas, je vais pas créer de groupe, mais sinon je pourrais vous créer un groupe. Ça pourrait être génial. Donc bref, ne reste pas seul. Essaye de t'entourer d'autres gens comme toi, même si tu les cherches sur Insta ou sur des groupes Facebook ou je sais pas quoi, parce que ton entourage va tout le temps te refléter des peurs et ne pas te donner les bons conseils. Genre leurs conseils, ils vont être pétés, ils vont être claqués au sol, leurs conseils, il faut pas les écouter. Voilà, on va terminer sur ça pour ce premier épisode sur au final comment a été mon parcours entrepreneurial à mes tout débuts. Comment j'ai fait pour me lancer, c'est quoi les défis et justement si toi tu veux te lancer,
bah, tu vas te reconnaître dans ces étapes et quand je vais parler des prochaines, bah, tu vas savoir que c'est sûrement les prochaines étapes qui t'attendent, donc c'est génial pour toi. Et voilà, je te dis à très très vite et vraiment fais-moi un retour comme toujours, c'est super puissant.